Vous regardez Medi 1 TV Afrique, merci de nous rester fidèles. Votre édition d'information, c'est maintenant. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le roi Mohamed VI a adressé hier soir un discours à la nation à l'occasion du 42e anniversaire de la glorieuse Marche verte. Sur l'affaire du Sahara, le souverain a rappelé qu'aucun règlement n'est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et en dehors de l'initiative d'autonomie. C'est désormais officiel, 11 soldats maliens prisonniers ont été tués fin octobre après un raid antiterroriste mené par les forces françaises de l'opération Barkhane dans la région de Kidal au Mali. Tous les détails dans cette édition. La Cour suprême du Libéria a suspendu hier l'élection présidentielle en ordonnant à la Commission électorale nationale d'examiner un recours d'un parti d'opposition. Ce dernier dénonce des irrégularités lors du premier tour le 10 octobre. Soyez les bienvenus sur Medi 1 TV Afrique. Avant le développement des titres, sachez que le roi Mohamed VI a quitté hier soir l'aéroport de Rabat Saleh à destination des Émirats Arabes Unis. La visite de travail et d'amitié du souverain sur place débute demain. Elle sera suivie d'une visite officielle au Qatar à partir du dimanche 12 novembre. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. La clé de voûte du pacte indéfectible d'unité nationale scellé entre le trône et le peuple, ce sont les termes employés par le roi Mohamed VI pour définir le Sahara marocain. C'était hier soir dans son discours à la nation, une allocution faite à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte célébrée hier. Cet anniversaire ainsi que le 60e anniversaire du discours de Mahmed El Ghizlan qui sera célébré dans quelques semaines constituent deux événements historiques tels que l'a rappelé le souverain dans son discours dont je vous propose d'écouter un premier extrait. De fait, le discours historique de Mohamed El Ghizlan est lourd de sens en ce qu'il marque une étape saillante dans le processus de parachèvement de l'intégrité territoriale de notre pays et qu'il souligne une seule vérité que nul ne peut contester, la marocanité du Sahara et l'attachement du peuple marocain à sa terre. En effet, dès que le Maroc a eu son indépendance, bien avant que la question du Sahara ne soit consignée aux Nations Unies en 1963, alors qu'aucune revendication ne portait sur la libération du Sahara, à l'exception des demandes légitimes formulées alors par le Maroc, mieux encore, bien avant que l'Algérie ne devienne indépendante, antérieurement à tous ces faits, s'adressant aux chiours et aux représentants des tribus sahraouis, venus lui faire allégeance, la Baïa, notre grand-père avait souligné les droits historiques et légitimes du Maroc sur son Sahara. Il déclara en substance « Nous proclamons solennellement que nous poursuivrons notre action pour le retour de notre Sahara dans le cadre du respect de nos droits historiques et conformément à la volonté de ses habitants. » Fin de la parole de notre grand-père, que Dieu le bénisse. Replacée dans le contexte de l'époque, cette déclaration est sans ambiguïté et nul ne peut remettre en cause son bien fondé. Bien plus qu'un engagement, elle est l'expression d'une alliance pérenne entre le trône et le peuple. En outre, cette proclamation atteste la permanence de la marocanité du Sahara, et ce, bien avant la mise en scène artificielle d'un conflit indûment suscité autour de cette vérité historique. Aussi, le Sahara restera marocain jusqu'à la fin des temps, et les sacrifices qu'il sera nécessaire de consentir pour qu'il en soit toujours ainsi importent peu. Et le roi Mohamed VI a réitéré la position ferme du royaume concernant l'affaire du Sahara marocain, soulignant qu'aucun règlement de cette question n'était possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et en dehors de l'initiative d'autonomie. C'était hier soir dans un discours du souverain à la nation à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte célébrée hier. Écoutez un nouvel extrait du discours royal. Sur le plan international, le Maroc maintient l'engagement qu'il a fait d'adhérer à la dynamique actuelle voulue par son Excellence M. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et à coopérer avec son envoyé personnel. Il en sera ainsi tant que seront respectés les principes et les fondamentaux de la position marocaine. En voici quelques-uns. Premièrement, aucun règlement de l'affaire du Sahara n'est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara
et en dehors de l'initiative d'autonomie dont la communauté internationale a reconnu le sérieux et la crédibilité. Deuxièmement, les expériences passées devraient permettre de méditer sur une évidence. Le problème n'est pas tant de trouver une solution à cette affaire, mais plutôt d'arriver à définir le processus à suivre pour y parvenir. Il appartient donc aux parties à l'origine de ce conflit monté de toutes pièces d'assumer pleinement leurs responsabilités dans la recherche d'un règlement définitif. Troisièmement, le plein respect des principes et fondamentaux retenus par le Conseil de sécurité pour le traitement de ce conflit régional artificiel, l'organe onusien étant de fait la seule instance internationale chargée de superviser le processus de règlement. Et, quatrièmement, le refus catégorique de tout dépassement, de toute tentative de porter atteinte aux droits légitimes du Maroc et à ses intérêts supérieurs, de toute proposition obsolète visant à écarter le plan de règlement des paramètres référentiels retenus, de l'insertion abusive d'autres sujets, lesquels sont traités par des institutions compétentes. C'est désormais officiel, 11 soldats maliens prisonniers ont été tués fin octobre après un raid antiterroriste mené par les forces françaises de l'opération Barkhane dans la région de Kidal au Mali. Déclaration faite par un responsable du ministère malien de la Défense. Les soldats maliens tués étaient retenus comme prisonniers par un groupe terroriste lorsque l'opération Barkhane a mené son raid. Ce n'est qu'après cette opération que les cadavres des 11 militaires maliens ont été reconnus. La Cour suprême du Libéria a suspendu hier le processus électoral en ordonnant à la Commission électorale nationale d'examiner un recours d'un parti d'opposition. Ce dernier dénonce des irrégularités lors du premier tour le 10 octobre. Voyons tout ça avec ce récit dès maintenant. Il est interdit à la Commission électorale nationale de tenir le second tour de l'élection jusqu'à ce qu'elle ait examiné les recours du candidat arrivé en troisième position lors du premier tour, Charles Bromskin. Telle a été la déclaration lors d'une audience très attendue et plusieurs fois reportée du président de la Cour suprême, Francis Corpore. Il est interdit à la Commission de procéder au second tour de la présidentielle jusqu'à ce que la plainte déposée par les pétitionnaires fasse l'objet d'une enquête. Étant donné le caractère critique de la plainte faisant l'objet de la présente procédure et de ses répercussions sur la gestion des affaires publiques, la Commission est chargée d'accorder une attention urgente à la rapidité de l'audition à mener. Tel est l'ordre donné. Le Parti de la Liberté, la formation de Charles Bromskin, a avoir obtenu 9,6% des suffrages lors du premier tour le 10 octobre dernier, loin derrière Georges Weah et Joseph Boaké, avait dénoncé des fraudes et des irrégularités. Il réclame que l'ensemble du processus électoral soit remis à plat. Dans son arrêt, la Cour suprême enjoint la Commission électorale à examiner la plainte déposée le 23 octobre par le Parti de la Liberté. Selon la Constitution, la Commission dispose d'un délai de 30 jours pour le faire, soit d'ici le 22 novembre. Avant ce dénouement, l'ancienne star du football Georges Weah devait concourir face au vice-président Joseph Boaké lors du premier transfert démocratique du pouvoir libérien en plus de 70 ans, alors que la lauréate du prix Nobel, Ellen Johnson, démissionne du poste présidentiel après 2 mandats. Voici donc ce qu'on peut retenir de la suspension de la présidentielle au Libéria avec ce récit de Férouz Bentaleb. Intéressons-nous maintenant à une autre élection au Kenya. Cette fois, 2 recours ont été déposés hier devant la Cour suprême par un ancien parlementaire et des activistes. Des recours pour contester la réélection avec 98% des voix du président sortant Uhuru Kenyatta à l'élection du 26 octobre, boycottée par l'opposition. John Harun Moi, un homme d'affaires et ancien député, a été le premier à déposer son recours devant la plus haute juridiction du pays avant la date limite fixée hier à minuit. La Cour suprême dispose ensuite de 14 jours pour statuer sur ces différents recours. 2 responsables d'ONG l'ont ensuite imité avec leur propre recours. Ils estiment qu'en aucun cas, l'élection du 26 octobre convoquée après l'annulation du premier scrutin peut être considérée comme ayant été conduite en stricte conformité avec les constitutions et la loi en vigueur.
Au Togo maintenant, le gouvernement se dit ouvert au dialogue avec l'ensemble de la classe politique du pays. Il a annoncé aujourd'hui plusieurs mesures pour amorcer une description de la tension politique au Togo. Ainsi, le gouvernement a décidé de la remise en liberté de 42 personnes interpellées, jugées et condamnées dans le cadre de récentes manifestations violentes. Malgré ces mesures d'apaisement, la coalition des forces démocratiques appelle à une nouvelle manifestation sur toute l'étendue du territoire. L'Iran a rejeté hier les accusations portées par la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite au Yémen. Celle-ci accuse Téhéran d'être derrière le tir d'un missile visant l'aéroport international à proximité de la capitale saoudienne et effectué par des tirs rebelles yéménites Houthis. Téhéran a accusé en retour Riyad de commettre des crimes de guerre au Yémen. La guerre au Yémen oppose les forces gouvernementales qui ont été chassées en septembre 2014 de la capitale Sanaa, soutenues depuis 2015 par une coalition menée par Riyad, aux rebelles Houthis issus de la minorité zahadite très présente dans le nord et soutenue par l'Iran. Et à ce propos, nous écoutons le décryptage de François Frisson-Roche, chercheur au CNRS, au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. C'est difficile à dire si véritablement c'est un missile iranien ou si c'est un vieux tuyau utilisé ou en stock dans quelques dépôts qu'avait Ali Abdallah Saleh, parce que pendant 33 ans quand même il a accumulé beaucoup d'armements qu'il a acheté un peu à droite et à gauche, donc il a des vieux missiles, peut-être que voilà. Maintenant l'Arabie Saoudite estime que l'Iran instrumentalise les Houthis, c'est quand même 35 à 40% de la population instrumentalisée et manipulée par l'Iran. Voilà, quand on reste sur ce schéma, évidemment que on peut imaginer que l'Iran est en train d'essayer de vous poignarder dans le dos, puisque face à un premier champ d'intervention qui est le Moyen-Orient avec l'Irak, la Syrie et le Liban, il y aurait ce deuxième champ d'intervention dans le dos en quelque sorte de l'Arabie Saoudite que serait le Yémen. Fin des préparatifs pour la mise en orbite du satellite Mohamed 6A. L'annonce a été faite hier par le Centre spatial guyanais. Le lancement est prévu dans la nuit de mardi à mercredi et durera à peu plus de 55 minutes. Du décollage à la séparation du satellite, les photos de l'engin placé dans la coiffe du lanceur ont conduit des experts sur les forums de l'espace à estimer la précision du satellite marocain à 65 cm. Il servira notamment aux activités cartographiques et cadastrales, à l'aménagement du territoire, au suivi des activités agricoles, à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, au suivi des évolutions environnementales et de la désertification, ainsi qu'à la surveillance des frontières et du littoral. Une note de culture avant de clore cette édition maintenant avec le groupe Vodun Funk Vodou Game, dirigé par le chanteur et compositeur togolais Peter Solo. Le célèbre groupe ramène chez lui au Togo son mélange de sons afro et de sons tropicaux. Les détails avec Amadou Sabarba. Pianiste, bassiste, spécialiste des instruments de musique africaine, tous passionnés d'un art, l'origine du vaudou est assurément africaine, une affirmation claire et sans équivoque d'une source de puissance surnaturelle. C'est pas une obsession, c'est important, c'est vital pour moi, c'est mon équilibre, ma culture. Et souvent quand tu es à l'extérieur comme ça, le Togolais ou le Béninois est considéré comme quelqu'un qui vient du vaudou, le pays du vaudou. Et alors que nous-mêmes, on a peur de ce vaudou-là, on a honte. Et je me dis, mais c'est quoi ça, ce vaudou qu'on a honte, alors que le vaudou n'a jamais fait de la guerre, qui que ce soit. Le vaudou n'a jamais tué qui que ce soit. Sur scène, le groupe Vodou Funk gratifie le public avec différentes sonorités. Venus assister le spectacle, des adeptes de la culture vaudou saluent la prestation. Très authentique, parce que tout bon Africain qui se respecte doit connaître ses origines, savoir d'où il vient. Et le vaudou, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais bon, en fait, je pense que c'est la racine, l'essence de tout être, en fait, des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. À la base, c'est de l'authentique, c'est de l'authenticité pure, et il faut dire aussi que il est le seul qui le fait aussi bien. Comme ça. C'est notre Afrique qui résonne juste derrière.
Créé en 2014 en France, le groupe a déjà sorti 2 albums, Analogue Vodou et Nos Problèmes. Solo et son orchestre sont actuellement en tournée en Europe pour la promotion de la culture vaudou. C'est tout pour ce journal. Retrouvons ensuite l'invité de la rédaction. L'édition de Dakar, elle reviendra juste après. Merci à vous.